Donc bienvenue à tous. On a prévu avec Thomas une petite session ce matin. Alors donc il va être plutôt interactif, hein, si vous le voulez bien. Et je vous invite à nous poser des questions, nous interrompre si c'est pas clair. On a prévu juste faire très rapidement un rappel des challenges et du pourquoi de la présentation, quelques plus sur sur la valeur ajoutée, hein, de la solution. On va faire directement des cas d'usage et puis une démo. L'objectif c'est d'aller au plus vite sur la démo pour vous rendre compte un peu de ce qu'on propose aujourd'hui. Donc moi je suis Patrick Saphir, NXOS, je suis responsable de la partie infrastructure digitale et sécurité et j'accompagne ce matin les équipes Juniper Mist, représentées par Thomas. Bonjour à tous, effectivement donc Thomas Munzer, je suis ingénieur avant-vente Juniper spécialisé sur la partie Mist. Euh, donc avant de commencer effectivement, avant de rentrer dans le vif du sujet, on va refaire un petit peu, on va revoir les besoins et les évolutions qu'il y a eu au niveau de tout ce qui est réseau au niveau de l'environnement de l'éducation. Et première chose, c'est que on se rend compte que le nombre d'équipements par utilisateur évolue fortement. En 2010, on considérait qu'il y avait à peu près 1,8 équipements par utilisateur. En 2015, il y avait un peu plus de 2 équipements par utilisateur. 2020, on arrive quasiment à 4. Et les différentes analyses estiment que d'ici 2025, il y aura quasiment 10 équipements par utilisateur. Alors, il y a des équipements, toujours ordinateur, smartphone, également une tablette, etc. Ça peut être également une montre connectée. Mais ça peut être également, on le voit de plus en plus, des équipements orientés IoT. Alors c'est plutôt dans le monde par exemple des dortoirs, avec ça peut être des imprimantes, ça peut être des consoles de jeux, ça peut être plein de choses comme ça. Mais on se rend compte que de manière générale, le nombre d'équipements par utilisateur évolue très fortement et est en train en fait est en train d'exploser. Deuxième partie, c'est effectivement les besoins en termes d'éducation connectée évoluent fortement. On a vu différentes politiques qui ont amené la tablette, par exemple, au niveau des établissements scolaires. On voit également de plus en plus d'écoles supérieures, d'universités qui passent sur des examens en ligne, surtout dans la période actuelle. Et de la même façon, on voit de plus en plus d'apprentissage numérique. Je discutais par exemple hier avec une université qui me disait que avec les contraintes actuelles, ils ont été obligés de diviser les classes dans différentes salles. Et il y a effectivement une salle avec le professeur et les autres salles en fait suivent le cours du professeur au travers d'un flux vidéo et audio qui est retransmis sur un vidéoprojecteur. Donc on se rend compte que dans ces environnements, on a vraiment besoin d'avoir un réseau qui soit performant et qu'on puisse suivre. L'autre partie, c'est on va dire le campus intelligent. Euh, le, les établissements scolaires, comme dans le reste des entreprises, des organisations, accueillent de plus en plus d'équipements dits IoT. Alors c'est IoT au sens large, hein, ça peut être des capteurs de présence, ça peut être des capteurs environnementaux, ça peut être des luminaires également, qui vont être connectés au réseau, soit en Wi-Fi, soit en filaire, et auquel on va devoir fournir un accès qui soit performant et qui soit fonctionnel en permanence. Donc on voit que les besoins et les contraintes en fait dans le monde de l'éducation, au niveau des réseaux, dans le monde de l'éducation, évoluent beaucoup depuis ces dernières années, que ce soit en termes de nombre d'équipements connectés, en termes d'usage et en termes d'équipements à connecter. Et le premier problème, c'est que les solutions existantes, les solutions d'administration au réseau existantes sont des solutions qui vont se concentrer sur l'état de l'infrastructure. À savoir, est-ce que mes réseaux sont up, est-ce que mes switches sont up, est-ce que mes points d'accès sont configurés, est-ce qu'ils diffusent, etc. Mais cette information n'est pas suffisante pour qualifier en fait le service qui est fourni aux équipements qui viennent se connecter. Et c'est important pour les utilisateurs. Bien entendu, on essaie de faire en sorte que les utilisateurs ne rencontrent pas de problèmes lorsqu'ils ont besoin d'accéder au réseau, mais c'est également important pour les équipements IoT. Autant un utilisateur peut appeler le service informatique lorsqu'il y a un problème, c'est pas le cas pour un équipement IoT. S'il y a des caméras de vidéosurveillance et que du jour au lendemain il y a un problème réseau qui fait que les caméras ne filment pas, ça pose des problèmes de sécurité. Donc on a besoin d'avoir de la visibilité sur cette qualité du service
de pouvoir être alerté très rapidement lorsque un problème est détecté, voire de pouvoir le résoudre automatiquement également. Les solutions existantes sont également des solutions du coup qui sont assez difficiles à diagnostiquer. Parce que si on n'a pas de visibilité, c'est assez compliqué de savoir les briques qui ne fonctionnent pas et d'autant plus de savoir comment les corriger. C'est également il y a également des problématiques de passage à l'échelle. Ça va être des solutions qui vont pouvoir fonctionner avec un nombre limité, par exemple, d'équipements, de switch ou de points d'accès. Et si on souhaite déployer un nouveau bâtiment parce qu'il y a une extension qui a été créée, là, ça peut poser des problématiques liées à cette limitation. Ensuite, au niveau le point important également pour pouvoir fournir une bonne qualité au niveau du réseau, c'est de connaître un petit peu la population d'utilisateurs qui vont venir se connecter. Dans le monde de l'éducation, on va en trouver essentiellement 4. Donc, on va retrouver les étudiants qui vont venir se connecter avec des équipements de type différents. Ça peut être avec des ordinateurs portables sous Windows, sous macOS, des Chromebooks, des tablettes également, des smartphones, etc. Donc, on va vraiment avoir une population d'équipements à connecter qui sont très différents et de gamme également différentes. On va avoir des étudiants qui vont peut-être arriver avec des ordinateurs portables haut de gamme et d'autres avec des ordinateurs portables qui ont déjà quelques années, donc avec, par exemple, au niveau de la partie Wi-Fi, des contraintes qui vont être différentes. Les étudiants vont également avoir besoin de pouvoir, par exemple, trouver des salles de cours, de trouver des salles d'études qui sont disponibles. Encore une fois, surtout dans la période actuelle, on a des limitations assez strictes sur le nombre de personnes par salle en fonction de la superficie. On a besoin de pouvoir leur proposer une solution pour pouvoir trouver ce type d'environnement, ce type de salle qui est libre et qui peut leur permettre d'étudier. Dans certains environnements également, on a également des problématiques pour orienter par exemple les personnes à mobilité réduite, pour qu'on puisse éviter par exemple l'escalier, les choses comme ça, et leur faciliter la vie au sein du campus. Et bien entendu, ils ont également besoin de pouvoir partager des informations entre différents équipements, de pouvoir par exemple streamer des vidéos lorsqu'ils suivent des cours en ligne, etc. Ensuite, on va retrouver les professeurs, donc qui vont avoir besoin de pouvoir partager du contenu, par exemple au travers d'équipements tels que les Apple TV, les Chromecast, pouvoir partager du contenu à partir de leur ordinateur sur un écran numérique. Ils ont également bien entendu besoin de s'orienter au sein du campus et ils ont besoin d'avoir un accès qui est performant, surtout pour les chercheurs par exemple, pour qu'ils puissent avoir un accès rapidement aux ressources dont ils ont besoin. Troisième catégorie, les administrateurs, les responsables informatiques, qui peuvent avoir besoin de, par exemple, pouvoir annoncer un certain nombre d'événements au sein du campus avec des notifications de proximité. Ça peut être par exemple des campagnes de dons du sang, ça peut être différents événements au sein du campus, et il peut y avoir un intérêt de pouvoir facilement communiquer avec les étudiants ou les personnes présentes au sein du campus pour pouvoir leur annoncer qu'à tel endroit il se passe telle chose. Ils peuvent également avoir besoin de pouvoir monitorer un petit peu l'occupation des différentes salles ou l'occupation des bibliothèques, des salles d'études et ainsi de suite, pour pouvoir comprendre un petit peu le déplacement des personnes, pour pouvoir comprendre quel est l'usage du réseau à tel ou tel endroit et savoir à quels endroits on a des besoins de densifier par exemple la couverture au niveau du Wi-Fi. Et la quatrième catégorie, ça va être les visiteurs. Pour les visiteurs, on a besoin d'avoir de pouvoir leur proposer un réseau visiteur qui soit simple d'accès, simple d'utilisation, donc avec un enregistrement qui soit simplifié, avec potentiellement également des informations au niveau d'un portail captif ou autre, et également de pouvoir leur pousser des notifications sur le téléphone, comme par exemple pour les journées portes ouvertes, pouvoir indiquer que dans telle salle il y a telle conférence ou tel événement. Donc on a vraiment différentes populations à venir connecter et potentiellement à guider et à informer au sein du campus. Ensuite, il y a des problématiques qui sont très spécifiques au monde de l'éducation. Je pense par exemple aux problématiques de densité. Avec les amphithéâtres, on va vraiment avoir une population, enfin un nombre de personnes très important
à venir connecter au réseau dans une pièce qui est taille relativement réduite. Et on va retrouver du coup un certain nombre de problématiques, alors plutôt sur la partie Wi-Fi, parce qu'en général ces personnes-là sont connectées en Wi-Fi, ils ont besoin par exemple au début du cours de charger le PDF ou la présentation du professeur qui sera utilisé pendant toute la durée du cours. Donc on a des contraintes assez importantes en termes de densité, en termes de performance au niveau du réseau. Ensuite, on a également des problématiques de facilité d'utilisation. En règle générale, on va avoir une équipe informatique qui va être de taille limitée et qui doit gérer énormément de choses. Ça peut aller du réseau aux différents serveurs utilisés au niveau du campus, par exemple les serveurs pour les boîtes mail ou autres. Et ces personnes-là ont beaucoup de choses à faire. Donc l'objectif, ça va être également de leur faciliter l'exploitation du réseau pour que l'équipe informatique puisse se concentrer sur les tâches réellement utiles et qui nécessitent réellement leur intervention. Et la dernière catégorie, oui. Non, je disais, ça peut être aussi dans le cadre de renouvellement, puisque là, il y a pas mal de nouvelles normes, hein, vous le savez tous, avec la mise en place de nouvelles solutions d'évolution. Hein, donc, toutes les équipes informatiques, c'est plus facile de pouvoir faire des choses en centralisé que de devoir se déplacer équipement par équipement. Tout à fait. Surtout sur des campus qui sont de taille importante ou qui sont répartis à différents endroits dans une ville ou dans différentes villes. Il peut y avoir effectivement un réel intérêt de pouvoir avoir une interface centralisée pour pouvoir tout gérer à distance et tout superviser à distance. Et donc le troisième point, j'en ai déjà parlé un petit peu au début, c'est l'hétérogénéité, la différence au niveau des équipements qui viennent se connecter, surtout au niveau des dortoirs, où on va devoir pouvoir connecter des ordinateurs portables, potentiellement des consoles de jeux, des imprimantes, etc. au réseau. Et encore une fois, de manière très simple pour l'étudiant, pour qu'il n'ait pas besoin de se poser des questions, pour qu'il n'ait pas de problème lorsqu'il a besoin d'imprimer un document. Et on va le voir un petit peu. Donc j'ai parlé un petit peu de la partie localisation tout à l'heure, pour les étudiants, pour les professeurs, pour les visiteurs. On va le voir un peu par la suite au niveau de MIST. On va avoir une solution de géolocalisation indoor qui est assez innovante et qui permet d'avoir des nouveaux cas d'utilisation. Et ça peut être par exemple la possibilité de pouvoir guider un utilisateur au sein d'un campus, au sein d'un établissement. L'intérêt, c'est que grâce à ces solutions de géolocalisation et de guidage, on va pouvoir fournir une meilleure expérience, que ce soit aux étudiants, aux visiteurs, etc. Et ça permet également, au niveau des services généraux, d'optimiser par exemple l'utilisation des différentes salles. Peut-être qu'il y a certaines salles qui sont au bout d'un bâtiment et qui sont rarement utilisées. Là, ça va permettre d'avoir encore une fois une meilleure répartition au niveau de l'utilisation des différentes salles. Ça peut être utilisé également pour tout ce qui est gestion de la sécurité, pour pouvoir localiser par exemple ou notifier les étudiants ou les professeurs, etc. en cas d'alerte. Ça peut être des alertes incendie, etc. Et ça peut être également utilisé pour router, enfin pour guider ces personnes-là en cas d'évacuation, pour leur fournir le meilleur chemin à suivre pour rejoindre les points de rassemblement. Et le dernier point, c'est la partie engagement numérique avec la localisation et justement cette possibilité de pousser des notifications sur les téléphones pour, encore une fois, pour avertir lorsqu'il y a différents événements, lorsqu'il y a des campagnes de don du sang, lorsqu'il y a telle chose ou telle chose, et des portes ouvertes également. Donc, au niveau de MIST, on va le voir, hein, donc MIST, on est une solution d'administration réseau. Alors, on a commencé au niveau du Wi-Fi. On s'est étendu effectivement suite au rachat de MIST par Juniper en 2019. On s'est étendu sur la partie réseau filaire. On peut également administrer les switches Juniper. Il y a une grande différence également au niveau de la partie Wi-Fi, c'est qu'on intègre au niveau de l'ensemble de nos équipements cette partie-là. Cette partie-là, c'est un réseau de 16 antennes directionnelles qui va non pas être utilisé pour le Wi-Fi, mais qui va être utilisé pour le Bluetooth. L'intérêt, c'est que quand on couple cette brique matérielle au niveau des points d'accès avec une partie logicielle, au niveau du cloud, qui va s'appuyer sur du machine learning, on va pouvoir fournir une solution de géolocalisation indoor avec une précision de 1 à 3 mètres. Là où les solutions de géolocalisation basées sur du Wi-Fi vont plutôt être de l'ordre de 7 à 10 mètres. Et ça permet, encore une fois, comme je l'ai présenté juste avant,
d'ouvrir des nouveaux cas d'utilisation en termes de géolocalisation indoor, en termes de guidage, en termes de notification et en termes de, par exemple, suivi des assets. C'est un point qu'on n'a pas abordé, mais on peut également, par exemple, coller des petits tags Bluetooth sur des équipements qu'on souhaite localiser, qu'on souhaite suivre au sein de l'établissement. Ou, on peut être également alerté lorsque cet équipement sort de l'enceinte de l'établissement. Et du coup, on va pouvoir se baser sur cette brique-là, pour pouvoir avoir toute cette partie monitoring. Et donc, au niveau de Mist, donc pour refaire la petite histoire, hein, Mist, on est encore assez peu connu sur le territoire français, le territoire européen. Donc on est une société qui a été fondée en 2016 par des personnes qui ont travaillé pendant pas mal d'années chez Cisco et qui ont participé par exemple au rachat de Meraki par Cisco. Et donc ces personnes ont fondé en 2016 Mist pour pouvoir fournir une solution nouvelle génération pour tout ce qui est gestion et administration réseau. Le Mist a commencé avec la partie Wi-Fi, encore une fois, comme je l'ai indiqué, on verra, c'est un peu le cœur de métier à la base. Mais on a été racheté donc en 2019 par Juniper, en avril 2019, et suite à ce rachat, on a commencé à intégrer justement l'ensemble des briques entreprises, campus de Juniper, donc ça va de la partie switching au routeur, firewall, SD-WAN, etc., sur l'interface de Mist, pour pouvoir bénéficier de toute la partie monitoring et également la partie configuration. Et donc, en quelques années, Mist a signé un certain nombre de références dans différents verticaux. Ça peut être dans le retail. Un des exemples, c'est Walmart, donc c'est le plus grand déploiement Wi-Fi au monde, c'est à peu près 500 000 points d'accès. On en a déjà remplacé à peu près 200 000 et on en remplace entre 700 et 1000 toutes les nuits. C'est en grande partie lié au fait qu'on a pu automatiser vraiment le déploiement de bout en bout. Donc entre le moment où on passe commande et le moment où quelqu'un vient se connecter sur le point d'accès Wi-Fi, on peut ne pas avoir besoin de se connecter sur l'interface. Tout ça peut être totalement automatisé. On va retrouver également des clients dans le monde de la logistique, avec du Amazon, avec du UPS, qui sont des environnements qui sont très contraignants également au niveau du réseau, puisqu'on se rend compte que si le réseau au niveau d'un entrepôt s'arrête, maintenant que tout est informatisé, l'entrepôt en fait s'arrête. Ça peut coûter extrêmement cher à la société qui exploite l'entrepôt. On va retrouver des clients dans ce que je vais appeler bureautique, entreprise. Donc ça a du Google, du Facebook, ServiceNow, Netflix. Et une des références qui est intéressante, c'est également Netflix. Puisqu'on va le voir, en fait, au niveau de la partie Mist, on a mis en place un certain nombre d'outils qui permettent d'optimiser la qualité de l'expérience utilisateur et d'anticiper justement l'arrivée des problèmes. Et concrètement, pour ServiceNow, ils avaient à peu près 200 tickets liés à des problématiques réseau avant de passer sur du Juniper Mist. Et justement, les outils qu'on leur a mis, enfin qu'on leur a proposé, qu'on leur a fourni, leur a permis de passer à 2 tickets par mois. Donc ils ont eu une réduction de 99% du nombre de tickets ouverts en interne pour des problématiques réseau. Et la dernière catégorie, donc celle qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la partie éducation. Et on a également un certain nombre de références dans l'éducation. On va avoir des références telles que Dartmouth, qui est une référence qui est intéressante parce qu'on a beaucoup communiqué avec eux. Et ils se sont beaucoup appuyés sur les API qu'on met à disposition pour automatiser un certain nombre de choses, un certain nombre de configurations, de monitoring sur l'infrastructure Juniper Mist. On va retrouver également depuis l'année dernière le MIT qui a pu déployer en à peu près 4 mois, ils ont déployé à peu près 10 000 points d'accès sur l'ensemble de leur campus. On va retrouver Oxford, etc. Et ces clients ont choisi Mist pour quatre grandes raisons. La première, c'est toute la partie visibilité sur l'expérience utilisateur. Comme je l'indiquais au début, les solutions historiques ont tendance à se concentrer sur l'état de l'infrastructure. C'est important, mais c'est pas réellement c'est pas vraiment là-dessus qu'on doit se concentrer, parce qu'on s'attend à ce que l'infrastructure fonctionne en permanence. Donc, l'interface de Mist va se concentrer sur cette notion d'expérience utilisateur. Et par exemple, les points d'accès vont reporter entre 150 et 200 points de données par station connectée toutes les 2 secondes au cloud. Et ça va permettre à notre cloud d'apprendre le comportement des équipements, d'apprendre le comportement des utilisateurs, de l'environnement radio, réseau, etc.
Et sur la base de cet apprentissage, on a pu mettre en place un certain nombre de détections. Et typiquement, le système va pouvoir détecter lorsque un équipement, par exemple, dévie de son comportement normal. Et le système va pouvoir identifier si cette déviation améliore ou dégrade cette notion d'expérience utilisateur. On verra plus en détail sur l'interface. L'intérêt, c'est que si le système détecte que cette déviation dégrade l'expérience utilisateur, il va pouvoir mettre en place un certain nombre d'automatisation. Donc, on va parler un petit peu de machine learning d'IA, que c'est également le cœur de la solution MIST. Alors, ce sont des termes qui sont très marketés depuis pas mal de temps, donc mon objectif, c'est également de justifier leur utilisation. Mais typiquement, on a développé une intelligence artificielle qu'on appelle Marvis, et qui va pouvoir automatiser le premier niveau de diagnostic lorsqu'il y a un problème, lorsqu'il y a une déviation qui dégrade l'expérience utilisateur. Et donc Marvis va se charger de collecter les informations, de les analyser, faire la corrélation des informations qui proviennent de différentes sources, des points d'accès, des switches, etc. Et Marvis va pouvoir faire ce qu'on appelle la root cause, définir la root cause analysis. Et donc, Marvis va pouvoir dire, potentiellement, tel utilisateur n'a pas réussi à se connecter, mais c'est pas un problème radio, c'est le serveur d'HTTP qui n'avait plus d'IP de disponible. Là, j'ai eu un problème de débit pour telle population d'utilisateurs, mais c'est pas un problème au niveau de la partie réseau, c'est la connexion WAN qui est trop limitée, etc. Donc, Marvis va vraiment se charger de faire toute la phase d'analyse initiale, qui est en règle générale fait par les équipes informatiques, et qui les oblige d'aller chercher les informations à différents endroits, de faire l'analyse et la corrélation manuellement, etc. Ça, ce sera de façon démontrée dans la démo, ce sera beaucoup plus visible. Oui, bien entendu. Et donc voilà, donc au niveau de l'IA, donc notre objectif, c'est encore une fois de simplifier l'administration, la supervision et la gestion du parc du réseau au niveau des campus. Et donc notre IA va également pouvoir automatiser un certain nombre de choses. Par exemple, on le verra, toute la partie radio ressources management est assistée par de l'IA, donc par du machine learning, de l'apprentissage renforcé. On va avoir la détection proactive également des problématiques en termes de firmware, en termes de hardware des points d'accès. Donc Marvis est capable de détecter lorsqu'un point d'accès est en train de tomber en panne et vous proposer de manière proactive, avant même que le point d'accès tombe en panne, de faire un RMA sur cet équipement. Et tout ça, c'est rendu possible grâce à l'architecture qu'on a mis en place. C'est une architecture microservice, en opposition aux architectures monolithiques. Alors, sans rentrer dans les détails, une architecture monolithique, c'est une architecture où on a un seul logiciel qui va gérer l'ensemble des fonctionnalités. Ce qui veut dire que les fonctionnalités vont être interdépendantes les unes des autres, et que si l'éditeur a besoin de faire évoluer une fonctionnalité, le code déjà est très très lourd, donc très compliqué à faire évoluer. Derrière, il faut refaire une phase de validation, de test, pour l'ensemble de la solution, ce qui prend énormément de temps. Une architecture microservice, une architecture logicielle où on a décomposé notre solution en plein de petites briques. Donc on a chaque brique qui va gérer une fonctionnalité, une brique pour l'interface d'administration, une brique pour la partie radio ressources management, une brique pour le portail applicatif, etc. L'intérêt, c'est que chaque brique a un code qui est très simple et très concis, donc ça nous permet de le mettre à jour très facilement, et on n'a pas besoin de revalider l'ensemble de la solution lorsqu'on met à jour un service. Donc ça nous permet comme ça de mettre à jour le cadre toutes les semaines ou toutes les 2 semaines avec des nouvelles fonctionnalités et de passer ces mises à jour sans qu'il n'y ait d'impact pour les administrateurs ou pour les utilisateurs. Que chaque service est géré par un cluster de serveurs, donc par un groupe de serveurs, et on peut mettre à jour les serveurs au fur et à mesure sans interrompre le service. Ça nous permet également d'être résilient par nature, puisque si on perd un serveur au niveau du cluster, il n'y a pas d'impact au niveau du fonctionnement. Et ça nous permet d'être élastique, puisque si on a besoin de plus de ressources, par exemple, pour la géolocalisation, on a juste besoin de rajouter des serveurs au niveau du service qui gère la partie géolocalisation. Et donc le dernier point, c'est la partie Connected Security. Donc on intègre un certain nombre de fonctionnalités de sécurité, et ça peut aller également avec l'intégration de la partie SRX et SkyATP de Juniper, qui va nous permettre de détecter automatiquement des stations qui sont corrompues, par exemple, ou qui ont un malware, etc., et de pouvoir, via cette détection, au niveau du réseau, automatiquement les bloquer et les placer en quarantaine, par exemple. Donc on a un certain nombre d'outils qui permettent d'automatiser ces comportements.
Alors, un petit slide qui permet de faire le comparatif entre l'évolution des GPS de voitures et l'évolution des infrastructures d'administration au réseau. Historiquement, on avait des contrôleurs physiques qui étaient déployés sur site, qui avaient un hardware qui était fixe, donc qui était limité. Et quand il y a une nouvelle version qui sort, potentiellement, il faut changer, donc, dans le cas du GPS, il faut changer tout le GPS. C'est un peu le cas également pour les infrastructures réseau, puisque on prend des contrôleurs qui peuvent gérer un certain type de point d'accès, par exemple des AP en 811N. Potentiellement, il y a une nouvelle technologie du 811AC, du 811AX qui sort. Les anciens contrôleurs n'ont pas forcément la capacité de gérer ces nouveaux équipements. C'est-à-dire qu'il faut remplacer une grande partie de l'infrastructure pour pouvoir faire évoluer le parc. C'est également assez complexe à administrer, surtout dans le cas des campus importants, surtout dans le cas où on souhaite avoir de la résilience, de la haute disponibilité au niveau des contrôleurs. Et les mises à jour, en fait, sont manuelles. Donc, il faut prévoir des fenêtres de mise à jour et dans certains cas, ça peut devenir assez complexe. Ensuite, on est passé sur des solutions cloud, mais j'ai envie de dire cloud statique. C'est-à-dire qu'on va retrouver, par exemple, du Google Maps, qui a pu assez rapidement nous guider, effectivement, remplacer les GPS des GPS physiques. Ça simplifiait pas mal de choses et l'intérêt, c'est que Google Maps se met à jour en continu, en temps réel, sans qu'on ait besoin de faire quoi que ce soit. C'est beaucoup plus simple de le maintenir à jour pour l'utilisateur, puisque, encore une fois, il a juste besoin de lancer l'application et il sait qu'il est sur la dernière version. Ça a apporté un certain nombre de contraintes, hein, donc typiquement, il y a un certain nombre d'acteurs qui ont choisi de mettre des contrôleurs dans le cloud, qui a permis de simplifier cette gestion des mises à jour, des évolutions, etc. Mais qui maintient un certain nombre de problématiques d'évolutivité, de dépendance importante entre la version de firmware sur site et la version du contrôleur dans le cloud, etc. Et dans le cadre de Mist et de Juniper Mist, on est sur plutôt ce qu'on va appeler plutôt du Waze, où on a intégré des fonctionnalités de machine learning, d'intelligence artificielle, qui va permettre également d'accompagner et d'assister dans l'administration du réseau. Si on prend le cas du Waze, Waze a la capacité d'apprendre au fur et à mesure, par exemple au niveau du trafic, Waze va pouvoir apprendre. Et Waze sait que s'il pleut, potentiellement il y aura plus de bouchons, donc il faut s'attendre à ce qu'il y ait plus de temps pour le trajet. S'il fait beau, il y aura peut-être plus de personnes qui vont partir en week-end, donc qui vont pouvoir anticiper, etc. Et c'est ce que l'on fait au niveau de Mist, c'est-à-dire qu'on apprend du comportement du réseau, et sur cet apprentissage, on va pouvoir anticiper un certain nombre de choses, on va pouvoir alerter d'un certain nombre de problèmes avant même qu'ils n'arrivent. Et donc au niveau de la plateforme, donc au niveau de la solution Mist, on a une solution cloud. Donc on a différents clouds, on en a deux aux États-Unis, donc un sur de la AWS, un sur du GCP. On en a un qui est dédié pour l'Europe, qui est basé en Allemagne, et ce sont des clouds qui sont totalement indépendants les uns des autres. Il n'y a pas de partage d'informations, il n'y a pas ce sont des URL d'administration différentes, ce sont des comptes d'administration différents, etc. Donc vous savez que si vous êtes sur le cloud européen, vos données restent sur le cloud européen. Et on se charge de le déployer, de le maintenir, de le mettre à jour, de le backuper, de le sécuriser, etc. L'intérêt, c'est que derrière, au niveau du site, on a juste besoin de déployer les équipements physiques, que ce soit les points d'accès, les switches ou également l'infrastructure WAN. Et automatiquement, ces équipements vont pouvoir venir se connecter sur le cloud, se connecter sur votre instance, enfin sur votre interface, récupérer leur configuration et se mettre en fonctionnement. Alors, je ne vais pas forcément rentrer dans les détails de la partie hardware. On a différentes gammes de points d'accès, Wi-Fi 5, Wi-Fi 6, indoor, outdoor, etc. À haute densité également, donc on sait répondre aux différentes problématiques. Sur la partie switching, on reste sur les switches Juniper, on ne modifie pas ni l'OS ni le hardware, etc. Donc, ce sont des switches Juniper qu'on va venir connecter au niveau du Cloud Mist. Ça va leur permettre de nous envoyer de la télémétrie et ça va nous permettre également de les configurer. Et pareil pour les SRX. Donc, sur la partie wired et WAN, ce sont des équipements qui ont également beaucoup de briques, on va dire, qui sont déployés sur énormément de sites. On vient juste rajouter une couche au-dessus pour bénéficier des fonctionnalités de machine learning et d'intelligence artificielle.
Donc voilà pour les slides. Ce que je propose, c'est qu'on passe sur la démonstration de l'interface pour que vous puissiez voir concrètement ce que l'on propose en termes d'administration réseau. Je ne sais pas si vous avez déjà quelques questions. J'allais dire, est-ce qu'il y a des questions avant qu'on passe à la démo? Ça sera beaucoup plus parlant en démo, hein, de toute façon. Mais n'hésitez pas, s'il y a une question juste avant. Ok. Ça a été très clair, comme d'habitude. Super. Donc, pour commencer sur l'interface, pour donner un petit peu les origines de cette page-là, donc c'est la page principale, on va dire. En fait, les personnes qui ont fondé Mist, avant de créer Mist, ils sont allés interroger un certain nombre d'administrateurs réseau pour leur demander quels étaient les 10 principaux problèmes que leurs utilisateurs rencontraient sur le Wi-Fi. Et en fait, il y a une des personnes qui a dit, moi, il n'y a pas 10 problèmes. En général, quand un utilisateur vient me voir, c'est soit parce qu'il n'arrive pas à se connecter, soit parce qu'il trouve que le Wi-Fi est lent. Derrière ces deux catégories, on peut mettre plein de choses différentes, plein de raisons différentes, mais ça a permis d'avoir un point de départ. Et on a créé cette partie-là, ce qu'on appelle les SLE pour Service Level Expectation. Donc attente de niveau de service. Et on va pouvoir monitorer au niveau d'un site, par exemple les problématiques de temps de connexion, de succès de connexion, de roaming. Donc ces trois-là vont nous permettre d'avoir de la visibilité sur les problématiques de connexion. J'arrive pas à me connecter. Et on va également fournir de la visibilité sur la partie couverture, débit et capacité. Et donc là, on va donner de la visibilité sur les problématiques de débit. Donc bien entendu, en fonction des besoins, des contraintes, parce que si vous déployez des dortoirs, vous n'aurez pas forcément les mêmes contraintes que pour déployer un amphithéâtre. On va pouvoir définir les seuils que l'on souhaite avoir. Et autant sur temps de connexion, succès de connexion, roaming, couverture, c'est relativement simple à mesurer, puisque ça a des mesures de durée, des mesures de niveau de signal. Sur la partie débit, c'est beaucoup plus intéressant, puisque ce qui nous intéresse, c'est pas le débit consommé par les équipements connectés. En fonction de si c'est un équipement IoT ou un ordinateur portable qui fait du Netflix, on aura des valeurs très différentes, mais c'est pas ça qui va nous aider à connaître à qualifier la qualité du réseau. Donc ce que l'on affiche ici, c'est le débit disponible pour chacune des stations connectées. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas réellement mesurable, parce que ça dépend de beaucoup de critères, beaucoup de paramètres. Ça dépend du type de station, du chipset de la station, du niveau de signal, du type de point d'accès, de la configuration, du nombre de stations connectées sur le même point d'accès à la même radio, des problématiques d'interférence, etc. Donc ce que l'on fait ici, c'est qu'on s'appuie sur l'ensemble des informations transmises par les points d'accès au cloud pour pouvoir prédire toutes les minutes le débit disponible pour chacune des stations connectées. Et quand on parle de prédiction, on rentre dans le monde du machine learning. Et cette prédiction va se faire, comme je le disais, en fonction du type de station, en fonction du niveau de signal, des problématiques de bruit, d'interférence, du nombre de stations connectées, etc. Et l'intérêt, c'est que on va pouvoir avoir une vision assez claire de la qualité du service que l'on fournit aux équipements par rapport au seuil que l'on s'est fixé. Donc je sais que sur les 7 derniers jours, j'ai 98% des connexions qui sont faites en moins de 2 secondes. Pour les 2% qui restent, c'est essentiellement des lenteurs d'association, mais également des lenteurs au niveau du DHCP. Alors ça peut être le relais DHCP qui amène trop de latence, ça peut être le serveur d'HCP qui prend du temps à répondre, etc. Sur les problématiques de succès de connexion, c'est essentiellement des problématiques d'autorisation. Donc problème de clé PSK, problème de serveur Radius qui ne répond pas ou qui envoie un access reject, etc. Et je vais pouvoir avoir ces détails pour chacun des SLE. Et si je regarde par exemple pour les problématiques de débit, j'ai 97% des minutes utilisateurs qui atteignent le débit que j'ai demandé. Pour les 3% qui restent, c'est essentiellement des lenteurs, des problèmes de capacité. Et au niveau de la partie capacité, c'est essentiellement des problématiques d'interférence Wi-Fi. Donc là, ça permet déjà d'avoir une vision assez claire. Et on va pouvoir creuser ensuite. Par exemple, je vais aller voir les détails des problèmes de lenteur de connexion sur la partie DHCP. Je sais que c'est un serveur DHCP qui ne répond pas. Je sais à quel moment il ne répondait pas. Je sais également quelles sont les populations qui ont été impactées. Donc sur quel point d'accès étaient connectées les stations qui ont eu un problème, quels sont les types de stations en termes de type et d'OS, sur quel SSID, sur quelle bande de fréquence. Alors concrètement, ces informations-là peuvent être très utiles. Je vais prendre un exemple très concret pour la partie Successful Connect. On a eu un client dans la logistique qui a eu un problème sur un site. À un moment donné, ils ont eu des stations qui n'arrivaient plus à s'authentifier, à se connecter.
Donc on a pu voir sur la partie timeline que le problème avait commencé à minuit. Ensuite, en regardant la partie distribution, on a pu identifier que le problème n'impactait que le SSID en 800X et que les stations sous Windows. Donc on part d'un problème relativement vague, j'ai des stations qui n'arrivent plus à se connecter, on ne sait même pas si c'est des problèmes d'authentification, des problèmes de DHCP ou autre, à un problème qui est beaucoup plus précis, à savoir que depuis minuit, les stations sous Windows n'arrivent plus à s'authentifier en 802.1x. Donc ça permet déjà de pouvoir se concentrer sur les informations utiles. On le verra un peu par la suite, on a d'autres outils qui nous ont permis de voir en quelques minutes que le problème était lié à un problème de certificat utilisé pour l'authentification 802.1x. Il s'est avéré qu'il y a une autre équipe informatique qui avait mis à jour les certificats sur les stations via les GPO et qu'ils avaient déployé le mauvais certificat sur les stations qui empêchait du coup les stations de s'authentifier. Après, on va pouvoir avoir également, par exemple, de la visibilité sur les endroits où on a ces problèmes-là. Donc là, c'est pour des problématiques de couverture. Donc je sais que dans cette zone-là, j'ai effectivement beaucoup de problèmes de couverture. Pareil pour la partie capacité, qui peut être intéressant pour valider que le déploiement qu'on a mis en place est suffisant pour fournir la bonne capacité dans les salles de cours, dans les amphithéâtres, etc. Là, ça va permettre de voir très rapidement à quels endroits on a les problèmes. Et le dernier point, c'est la partie Affected Items. Donc là, j'ai la liste des équipements qui ont été impactés par ces problèmes-là. Et si j'en prends un, je vais pouvoir aller voir les détails. Donc là, pour la station, je vais avoir l'historique des événements qu'il y a eu sur la station. Je vais avoir des informations de latence d'autorisation de DHCP, des informations sur l'évolution du niveau de signal, également les informations de roaming, savoir si la station a bien roamé ou pas, etc. Et là où c'est intéressant, c'est que on va avoir l'ensemble des événements qui ont eu lieu pour cette station-là, donc des événements bons, neutres ou mauvais. Et si on prend le cas des événements, pour à chaque fois on a un certain nombre d'informations, mais ce qui va nous intéresser, c'est surtout les événements mauvais. Donc on a encore une fois un certain nombre d'informations. On sait que là, il y a un DHCP NAC qui était envoyé par le serveur DHCP. Et je vais également retrouver un fichier PCAP que je vais pouvoir utiliser pour analyser vraiment en détail ce qui s'est passé. L'intérêt, c'est qu'on n'a pas besoin de demander à l'utilisateur d'essayer de reproduire le problème. Donc on a bien effectivement du DHCP NAC. On n'a pas besoin de demander à l'utilisateur d'essayer de reproduire le problème parce que ça peut être des problèmes totalement aléatoires, parce que l'utilisateur ne sait pas forcément ce qu'il a fait pour en arriver là. On n'a pas besoin d'envoyer quelqu'un sur site pour essayer de reproduire le problème, pour prendre des captures, etc. Tout ça, c'est fait vraiment dynamiquement par l'infrastructure. Et dès que l'infrastructure détecte qu'il y a un problème, les points d'accès vont faire une capture des paquets et les envoyer sur le cloud. Donc ça, c'est ce qu'on a mis en place sur la partie wireless. Donc c'est sur cette partie-là qu'on a commencé. Et suite à l'intégration des switches Juniper sur l'interface de MIST, on a également intégré la partie wired. Alors, on a moins de SLE, de Service Level Expectation, tout simplement parce que au niveau du réseau filaire, il n'y a pas de problématique de couverture, il n'y a pas de problématique de roaming, de capacité, etc. Mais on va encore une fois vous afficher les informations qui sont intéressantes pour connaître l'état de votre infrastructure de switch, mais également l'état de la qualité du service qui est fourni aux équipements qui sont connectés. Donc on va pouvoir voir très rapidement, potentiellement, si on a des problèmes de charge CPU au niveau du switch, on va savoir à quel moment on en a eu, on va savoir sur quel switch on a ces problèmes-là, etc. On va également monitorer donc tout ce qui est problématique d'authentification et de DHCP sur la partie réseau filaire, ce qui va nous permettre de savoir encore une fois à quel moment on a eu des problèmes et sur quelles interfaces, quel switch on a eu ces problèmes et quelles sont les stations qui ont été impactées. Et de la même façon pour les problématiques de débit, la problématique de latence de gigs, problématique d'anomalie sur les interfaces. Et ça, c'est très intéressant. Alors, on va pouvoir afficher très rapidement des problématiques de négociation en termes de vitesse et de duplex, des problématiques de MTU, qui sont en règle générale assez compliquées à diagnostiquer et à corriger. Donc là, on va pouvoir encore une fois très rapidement afficher quels sont les switches, les interfaces, etc. qui sont impactés. Et la troisième catégorie, c'est la partie cable. On a bien entendu au niveau des switches Juniper la possibilité
de faire des tests de câbles unitaires, donc de dire bah voilà au switch on va tester tel câble, savoir si il y a des paires qui sont rompues, etc. C'est des tests de câbles qu'on doit lancer manuellement et qui vont faire un état des lieux à un instant T. C'est pas forcément toujours très pertinent puisque potentiellement on peut avoir des câbles qui ont un peu vieilli et en fonction de la position, en fonction de comment on bouge le câble, parce qu'on va déconnecter, connecter à notre équipement, à un moment le sertissage peut faire la jonction, à d'autres moments ça peut poser des problèmes. De la même manière, on peut avoir des problématiques de câbles non blindés qui passent à côté de courant fort. Et lorsqu'on allume les néons, par exemple, ça génère des interférences qui vont avoir un impact négatif sur l'expérience utilisateur. Et c'est vraiment ce que l'on identifie ici. Donc on a entraîné nos algorithmes sur la base de la télémétrie envoyée par les switches à identifier ces situations-là. Et pour le système va pouvoir vous dire, bah, attention, sur telle interface, tel switch, on a eu un problème lié à la qualité du câble à tel moment. On va savoir qu'effectivement, à tel moment, on a eu différents tel type de problème, etc. Donc ça permet vraiment d'aller plus loin et de pouvoir avoir une vision sur le long terme et non pas uniquement une vision à un instant T. Donc ça, c'est de la visibilité pour comprendre un petit peu comment le réseau évolue en fonction du temps. C'est pas encore ce qui va nous permettre d'être proactifs, puisqu'il y a encore besoin de faire un peu d'analyse sur les informations qui sont affichées. Et ce que l'on a mis en place, du coup, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, c'est Marvis. Marvis qui est notre assistant virtuel. Et je vais pouvoir demander à Marvis un certain nombre de questions. Alors, on fait ce qu'on appelle du Natural Language Processing. Donc, ça, c'est que le système convertit la question qui est posée en langage naturel, alors, uniquement en anglais pour l'instant, si jamais certains se posaient la question, mais on traduit cette question-là en langage de requête. Marvis se charge automatiquement de faire cette conversion. Et donc là, j'ai demandé à Marvis de m'afficher les utilisateurs qui ont une mauvaise expérience sur la dernière journée. Et donc Marvis me dit, bah voilà, tel utilisateur ont une expérience qui est anormalement bonne par rapport à leur expérience normale, et tel utilisateur ont eu une expérience anormalement mauvaise. Et à partir de là, je vais pouvoir demander à Marvis de diagnostiquer l'utilisateur. Et Marvis va me dire, tel utilisateur aujourd'hui a eu des problèmes d'association d'authentification. Par contre, au niveau du DHCP et des NSC, on est bon, et au niveau radio, on est bon. Et si on regarde les détails, effectivement, Time to Connect, une fois sur 3, la station n'atteint pas le seuil de SLE qu'on a fixé, lié à des lenteurs d'association. C'est spécifique à cette station. Et ça arrive surtout sur tel SSID et tel point d'accès. Et c'est là où la corrélation est intéressante, puisque le système va pouvoir dire si le problème n'impacte qu'un seul utilisateur, ou un groupe d'utilisateurs, ou alors si le problème impacte l'ensemble du site. Là, on voit que pour les problématiques de connexion, ça impacte un petit nombre d'utilisateurs. Ça permet de connaître un petit peu le scope du problème. Et par extension, comme je le disais tout à l'heure, le système, via cette corrélation, va pouvoir dire j'arrive pas à fournir suffisamment de débit à telle population d'utilisateurs. C'est pas un problème radio, c'est pas un problème réseau, c'est la connexion WAN qui est trop limitée. Et cette détection, on sait la faire en se basant uniquement sur les informations provenant des points d'accès. Et encore une fois, c'est grâce à cette corrélation. Et derrière, on va pouvoir investiguer, on va pouvoir retrouver la liste des différents événements, bon, neutre, mauvais, donc on trouve en plus ici du NIDE, avec le fichier PCAP, etc. Et voilà, je vais pouvoir poser un certain nombre de questions à Marvis, que ce soit pour du troubleshooting, également de troubleshooter son site. Alors, il peut m'afficher il y a pas mal de choses. Alors, je ne vais pas forcément tout lister. On a différentes catégories. On a un petit guide pour savoir un petit peu ce que Marvis est capable de faire. Et on est en train de faire évoluer cette partie-là pour que Marvis arrive sous la forme d'un chatbot. J'ai sur mon réseau. Il me liste automatiquement les 5 stations qui ont eu le plus de problèmes. Et si c'est pas dedans, je peux lui dire si le site live démo. Donc voilà, on trouve un peu les mêmes. Alors ici, c'est vraiment sur l'ensemble de l'organisation, donc sur l'ensemble des sites. Et là, du coup, c'est vraiment sur le site en question.
Et je peux dire, bah ok, R2D2, qu'est-ce qui s'est passé? Il va me dire, problème de couverture. Et l'intérêt, c'est que cette nouvelle version est en train d'intégrer également les informations provenant de la partie switching, WAN, etc. Donc on va vraiment avoir une vision de bout en bout au niveau de Marvis, ce qui va permettre d'aller plus loin dans la phase d'analyse. Et la dernière catégorie, c'est la partie Marvis Action, où là, Marvis va pouvoir détecter automatiquement les différents problèmes et alerter sur les problèmes qui ont été détectés. Alors ça peut être des alertes par email, par API, etc. Et donc Marvis va pouvoir afficher des problèmes, voilà, par exemple des problèmes de connectivité, d'authentification, d'HTTP, dire bah voilà, tel serveur d'HTTP, il y a un problème. Des problèmes au niveau des AP. Et comme j'indiquais tout à l'heure, notre objectif, c'est d'aller sur un réseau qui soit entre guillemets autonome, donc qui puisse se corriger tout seul. On a déjà un certain nombre de briques. Alors c'est un peu comme la voiture autonome, ça va pas se faire du jour au lendemain, on y va étape par étape. Et typiquement, Marvis va se charger de surveiller la santé des points d'accès, bien la santé logicielle que matérielle, comme je l'ai expliqué. Sur la partie logicielle, on a un certain nombre de clients qui, historiquement, avaient pris l'habitude de rebooter leur parc de contrôleurs de points d'accès toutes les semaines parce que on est sur de l'informatique. Dans certains cas, on peut avoir des problèmes d'instabilité, de choses comme ça. Et donc, dans certains cas, on peut avoir des radios qui se bloquent, des points d'accès qui se bloquent. Donc, ils avaient pris l'habitude de tout rebooter toutes les semaines pour être sûr que le lundi matin, tout soit opérationnel. Au niveau de Mist, ce que l'on fait, c'est que on a entraîné nos algorithmes à identifier ces situations d'instabilité au niveau de la partie radio, au niveau de la partie point d'accès, au niveau de la partie Ethernet, etc. Et Marvis a la capacité d'identifier donc ces situations-là et de rebooter dans un premier temps juste le module qui a besoin d'être rebooté. Et donc de refournir du service optimal sans attendre la fin de la semaine. Et en même temps, Marvis va se charger de regarder si ce problème a déjà été identifié chez nous et s'il a déjà été corrigé. Ce qui se passe, c'est que les administrateurs ont la main sur les versions de firmware qui sont déployées sur les points d'accès et on peut garder la même sur les points d'accès ou les switches, on peut garder la même version pendant plusieurs années sans que ça ne pose de problème. Et par contre, Marvis a la capacité de dire, bah, attention, sur tel groupe de points d'accès, on a tel problème, c'est lié à cette version de firmware et ce problème est corrigé dans telle version. Donc il peut vous proposer une version corrective qui veut dire que vous n'avez pas besoin d'attendre un appel d'un utilisateur pour dire que le point d'accès marche pas, vous n'avez pas besoin de faire de tests, d'ouvrir de tickets au support, d'envoyer des logs, etc. Tout ça, c'est vraiment automatisé chez nous. Et vous allez savoir directement, sans avoir besoin d'aller voir les release notes, dans quelle version ce problème est corrigé. Et si le problème n'est pas déjà corrigé, automatiquement, ça va ouvrir un ticket, on va dire, au niveau de notre engineering avec l'ensemble des informations qui nous permettra de le corriger dans la version suivante. Donc voilà un petit peu, et c'est vraiment cette partie-là pour le coup qui va nous permettre d'être totalement proactif puisque Marvis va vraiment détecter les différents problèmes et nous alerter sans qu'on ait besoin de faire quoi que ce soit. Et de la même façon, si on dit à Marvis, bah, ok, tel problème de VLAN manquant, alors on va savoir sur quel switch, quelle interface automatique, quel VLAN sont manquants. Et une fois qu'on dit à Marvis, ok, tel problème est résolu, Marvis va également aller vérifier que le problème est réellement résolu. Et si ce n'est pas le cas, il va dire, bah, attention, tel problème revient. Donc potentiellement, le correctif qui a été déployé n'a pas permis de répondre, de corriger le problème. Et pour finir, parce qu'on arrive un petit peu à la fin du timing, je vais laisser un peu de temps si vous avez des questions. Sur la partie switching, on va pouvoir intégrer les switches Juniper, on va pouvoir les connecter au cloud Mist, va nous permettre d'avoir toute la partie visibilité, de pouvoir les configurer complètement et d'avoir voilà, les différentes statistiques. Mais on sait également récupérer un certain nombre d'informations provenant des points d'accès non Juniper sur lesquels on va pouvoir récupérer des informations à partir des points d'accès, des switches sur lesquels ils sont connectés. Donc via le LLDP. Donc vous pouvez très bien déployer des points d'accès Mist sur un réseau autre. Et au travers du LLDP, vous allez pouvoir récupérer des informations sur la partie compliance, on va dire, du PoE, à savoir ce que vous ne dépassez pas le budget qui est autorisé au niveau des switches, problématique de VLAN, problématique d'uptime, etc., et de version de firmware. On va également pouvoir adresser la topologie du réseau.
Et ça, même si ce ne sont pas des switches Juniper, alors bien entendu, dans le cas où ce n'est pas du Juniper, on va s'arrêter au premier niveau, au niveau sur lequel en fait les points d'accès sont directement connectés. On va pas aller plus loin. Là où avec les équipements de Juniper, on va aller plus loin en termes d'arborescence. Et la dernière brique qui est intéressante également, c'est cette cartographie qui va nous permettre de voir comment sont répartis les points d'accès sur les différents switches. Donc chaque carré c'est un point d'accès et chaque couleur correspond à un switch différent. Et je sais que potentiellement si je perds ce switch là, je perds le Wi-Fi dans le bout du bâtiment. Et ça va permettre de voir de comprendre comment la couverture Wi-Fi est résiliente par rapport à la perte de un ou plusieurs switches et peut-être optimiser justement la répartition des points d'accès sur les différents switches. Donc voilà rapidement pour la présentation de l'interface. Alors il y aura encore beaucoup de choses à dire, bien entendu. C'est le temps nous est limité. On arrive à la conclusion, justement. Est-ce que vous avez des questions? C'est le moment d'en profiter. C'est que, alors, vous inquiétez pas. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'informations dans ce qu'on a présenté. Donc, encore une fois, la présentation est enregistrée. Donc, vous aurez tout loisir de pouvoir la rejouer tranquillement. Mais on est à votre disposition pour répondre à des questions. D'ailleurs, je sais pas, je pense qu'on entend que les gens qui sont en présentateur, donc eux, vous pouvez parler et poser des questions. Les autres, je pense qu'il faut poser les questions via l'interface. Il y a une partie Q&A effectivement sur l'interface de BlueJeans où vous pouvez poser vos questions, et ce qui nous permet d'y répondre par la suite. Alors, dans tous les cas, et puis on refera un petit point après la conclusion, mais pourquoi Mist et pourquoi une nouvelle solution d'administration réseau alors qu'il y en a déjà énormément sur le marché et qui sont pour certaines déjà présentes depuis plusieurs dizaines d'années maintenant. Alors, un slide que j'ai pas mis sur cette présentation, c'est le dernier rapport également du Gartner pour l'infrastructure Wi-Fi et filaire. Et ce qui est intéressant d'observer, c'est que en 3 ans, Juniper Mist a une progression très importante. C'est-à-dire que il y a 2 ans, on était dans la partie niche player, donc dans le carré en bas à gauche. L'année dernière, on était dans la partie visionnaire, donc en bas à droite. Et cette année, on est les plus en haut de la partie leader et collé vraiment à un compétiteur. Et ce qui a intéressé le Gartner ce rapport a permis de justifier, de valider un petit peu la vision de Mist à la base et de Juniper lors de l'acquisition de Mist dans toute la partie administration réseau, avec justement déjà cette partie cloud. Le fait d'avoir un réseau qui soit géré dans le cloud, ce qui va permettre de pouvoir déployer des mises à jour très rapidement, des mises à jour en termes de fonctionnalité, en termes de sécurité, etc. Et ça, c'est également lié à toute la partie architecture microservices. Et ça nous a permis également de mettre en place des fonctionnalités de machine learning, d'intelligence artificielle qui permettent d'accompagner, d'aider le service informatique et d'être proactif dans la détection et la correction des différents problèmes. Ensuite, il y a la partie simplification. Donc, simplification du déploiement, simplification de l'administration, de la configuration, etc. Ça passe par toute la partie ZTP. On en a parlé très rapidement au début, mais ça va passer également sur toute la partie configuration. On va avoir un système de template qui va permettre de facilement déployer une même configuration sur plusieurs sites ou sur un seul site. Enfin, on a quelque chose de très granulaire et qui permet de répondre à la très grande majorité des situations. L'unification des accès réseau également. Alors ça, c'est quelque chose de récent, entre guillemets, où de plus en plus, on a besoin d'avoir une visibilité de bout en bout. On a besoin de pouvoir administrer la partie Wi-Fi et la partie LAN à partir d'une même interface. En fait, la partie Wi-Fi va devenir juste une extension du réseau filaire. Et donc, on a besoin de pouvoir simplifier la configuration, de ne pas avoir 2 interfaces d'administration différentes et de pouvoir avoir une visibilité qui prend en compte l'ensemble des informations. Et justement, donc, toute la partie visibilité, comme je disais, la visibilité sur l'expérience utilisateur et non pas sur l'infrastructure.
puisque ce qui nous intéresse, le rôle du service informatique, c'est pas de maintenir une infrastructure, mais ça va être de s'assurer que le service qui est fourni par cette infrastructure correspond à la qualité que l'on souhaite fournir. Et du coup, on a besoin d'avoir cette visibilité. Euh, et sans avoir besoin forcément d'ajouter des sondes, d'ajouter un réseau d'équipements, de sondes qui va faire différentes mesures, parce que déjà ces sondes ne vont pas forcément simuler le comportement d'un utilisateur, ne vont pas forcément simuler les déplacements, le roaming, etc. Là, on va vraiment prendre les mesures directement au niveau des points d'accès des switches pour pouvoir fournir cette visibilité complète sur la qualité du service. Et ça va nous permettre de mettre en place tout ce qui est détection et résolution proactive des problèmes, encore une fois accompagné par du machine learning, de l'intelligence artificielle. Et la dernière brique, qui est une brique qui est un peu annexe, mais qui est tout ce qui est service de géolocalisation, qui est optionnel, bien entendu, mais qui peut permettre qui peut répondre à un certain nombre de problématiques dans les environnements qui sont très étalés d'un point de vue physique, des campus qui sont sur plusieurs bâtiments, plusieurs hectares, etc. Il peut y avoir un réel intérêt de pouvoir guider les visiteurs, les professeurs, les étudiants au sein des différentes structures. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions. Alors, pour lancer un peu la phase de questions, alors les questions qui reviennent assez souvent, ça va être des questions, par exemple, de que se passe-t-il lorsque lorsque mes points d'accès, par exemple, perdent la connectivité avec le cloud? En général, quand on a une solution d'administration dans le cloud, on a une dépendance assez forte entre le fonctionnement des équipements et l'accès au cloud. Dans le cadre de Mist, l'interface va permettre de faire toute la partie supervision, configuration, monitoring, mais elle n'est pas critique dans le fonctionnement. Alors, dans le cadre du Wi-Fi, il y a quelques fonctionnalités qui s'appuient justement sur le cloud. Je pense par exemple au portail captif, qui est un portail captif cloud, donc qui nécessite l'accès au cloud. Je pense à la partie optimisation des ressources radio, qui est appuyée en fait par du machine learning, de l'apprentissage renforcé, donc qui doit être fait dans le cloud. Mais on a quand même des fonctionnalités, on va dire, réactives au niveau des points d'accès directement. Ce qui fait que, en soi, les points d'accès peuvent fonctionner sans être connectés au cloud. On peut très bien prendre un point d'accès, le configurer, l'envoyer sur un site et ne pas le connecter au cloud. Alors, on perd les possibilités de configuration, de modification de la configuration et de supervision, mais les points d'accès vont continuer à fournir du service. Et ça sans limite de temps. Donc, il n'y a pas d'interdépendance entre le service fourni au niveau des équipements sur site et la connectivité avec le cloud. Je pense qu'on a été très clair, donc merci à tous. S'il n'y a toujours pas de questions. Non, c'était très clair. Merci à vous. Merci à vous. Merci, je pense que s'il n'y en a pas, Pauline, tu peux arrêter l'enregistrement et on va vous remercier pour votre participation. Je vous remercie également et je vous souhaite une très bonne journée. Bonne journée à vous.